Bien, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir pour ce nouveau webinaire citoyen du département droit et transformation sociale. Pour ceux que je n'ai pas le plaisir de connaître, et puis je n'ai pas le public devant moi, quelques mots de présentation très rapides parce que ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter, mais plutôt nos éminents intervenants. Donc moi, je suis Olivier Dessima, je suis professeur de droit privé et de sciences criminelles à l'Université de Bordeaux et je suis directeur donc, du département de recherche, droit et transformation sociale, qui est à l'origine de ce webinaire et d'autres. Ce département est une structure de recherche qui regroupe 8 unités de recherche, ce qui fait environ 550 personnes à l'Université de Bordeaux, dans les disciplines du droit et de l'histoire du droit et de la science politique, ce qui fait qu'on a un champ d'études assez large sur toutes les disciplines du droit notamment, et notamment pour aujourd'hui du droit de l'environnement. L'objet de ces webinaires citoyens, c'est de permettre, comme d'autres choses, d'autres formes de médiation, de mettre en lien des universitaires, des représentants des différents corps sociaux, notamment associatifs, avec le public pour qu'il y ait des échanges constructifs, citoyens, qui permettent de valoriser l'expertise universitaire et associative auprès du plus large public. C'est ici la troisième édition déjà que nous avons le plaisir d'organiser sur des sujets qui sont donc, compte tenu de notre objet de recherche qui est très large, des sujets qui sont eux-mêmes très larges, puisque on a fait un premier webinaire sur la crise ukrainienne, puis un deuxième sur les violences de genre, et donc cette troisième édition que nous avons le plaisir d'organiser ce soir, qui est relative à la protection de l'environnement et plus spécifiquement à un aspect qui est la très discutée taxe carbone. J'en profite pour dire, pour terminer, que vous pourrez suivre ces échanges a posteriori sur YouTube, puisque nous avons une chaîne dédiée que vous pourrez trouver. Vous pourrez vous y abonner, bien sûr, ou suivre nos actualités sur notre site ou le LinkedIn, bien sûr. Voilà, j'en ai terminé. Je vous redis mon plaisir d'être présent et je vous souhaite de très beaux échanges. Et je cède la parole à Roman Gracia qui va donc animer avec une main de maître cette soirée. Merci à tous. Alors, comme l'a précisé Monsieur Dessima, cette conférence vraiment a pour but de mettre en lien les personnes avec des professionnels et des chercheurs du monde universitaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez en dessous une petite barre avec un onglet questions et réponses. Vous pouvez poser vos questions par écrit et nous y répondrons à la fin de la conférence. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions sur ce bouton. Donc, notre conférence aujourd'hui est sur la taxe carbone, qui est une taxe qui est à l'origine mise en place pour éviter les émissions polluantes, notamment de dioxyde. Elle a une visée donc écologique et pourtant elle est sujet de beaucoup de polémiques. Et je propose qu'on aborde le sujet par du droit à l'environnement et une petite histoire aussi de la fiscalité pour commencer. Et pour cela, je vais passer la parole à Carlos Manuel Alves, qui est maître de conférence en droit public, juriste au CRDUI, le Centre de recherche et de documentation européenne et internationale. Carlos, je vous laisse la parole. Merci Romane. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, la taxe carbone est parfois présentée soit comme une panacée, un instrument de protection de l'environnement très efficace, et parfois, en revanche, cette taxe carbone suscite des réactions très contrastées, très virulentes. Il y a un véritable problème d'acceptabilité sociale. En France, on avait pu le voir avec la crise des Gilets jaunes.
Alors, tout d'abord, pour préciser, la taxe carbone s'inscrit dans le droit de l'environnement, qui est un droit au carrefour, à la croisée de tous les droits, dans la mesure où toute activité humaine a un impact sur l'environnement, qu'elle soit économique, bien sûr, mais aussi sociale. On commence même aujourd'hui à se préoccuper de l'impact social, pardon, de l'impact environnemental de la sexualité. Donc, l'environnement est véritablement transversal. Ça se traduit d'ailleurs sur le plan juridique par donc l'insertion de l'environnement dans de nombreux droits, dans de nombreuses branches du droit. Et cette dimension transversale aujourd'hui énoncée dans plusieurs textes. Au plan international, le principe 4 de la déclaration de Rio. Au plan européen, l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et en France, on a l'article 6 de la charte de l'environnement. Le droit de l'environnement peut donc être présenté comme une série de cercles concentriques. Le noyau dur, c'est la protection de la nature, de la biodiversité d'une part, et d'autre part, la lutte contre les pollutions et les nuisances. Et puis, progressivement, on s'éloigne avec des règles de protection de l'environnement qui sont matinées d'autres considérations, comme par exemple les règles en matière de gestion des stocks halieutiques, de gestion des poissons, qui ont une visée à la fois économique et écologique, les règles en matière d'énergie, par exemple les règles relatives aux énergies renouvelables, qui ont bien sûr une visée économique, mais aussi une visée écologique. Donc, on a un droit ainsi qui se diffuse dans différentes branches du droit à partir d'un noyau dur. Et donc, par rapport à la distinction classique que l'on connaît en droit entre droit public et droit privé, il apparaît que le droit de l'environnement a d'abord été considéré comme une branche du droit public parce que c'était une nouvelle valeur d'intérêt général, il était garanti, protégé par la puissance publique. Donc, il s'est agi de protéger l'environnement contre le marché. Mais depuis la chute du mur de Berlin, avec le triomphe de l'économie de marché, voire même certains philosophes et sociologues parlent de société de marché aujourd'hui, on s'est posé la question d'un renouvellement des méthodes de protection de l'environnement. Est-ce que les méthodes du droit public étaient suffisantes, puisqu'on a pu qualifier le droit de l'environnement de tigre de papier, puisque le droit de l'environnement né en 72, au début des années 90, au bout de 20 ans de vie, un bilan se fait qui est assez mitigé. Et donc, l'omniprésence de l'environnement dont je parlais à l'instant n'est pas synonyme d'omnipotence, à tel point qu'on a pu dire que le droit de l'environnement était un tigre de papier, une série de textes qui n'avaient pas forcément une effectivité suffisante. D'où une nouvelle approche qui est proposée au début des années 90, dans le sillage de la chute du mur de Berlin et du triomphe de l'économie de marché, c'est d'utiliser le marché au service de l'environnement. Donc, ce n'est plus l'environnement contre le marché, mais l'environnement tout contre le marché, pour paraphraser une formule de Sacha Guitry qui disait qu'il n'était pas contre les femmes, mais tout contre. Et donc, de ce point de vue, la fiscalité écologique va constituer un instrument intéressant. Interdire, réglementer n'est pas suffisant. Il convient plutôt de chercher à convaincre et inciter les acteurs privés, les acteurs économiques à tenir compte de l'environnement. Et donc, on va avoir l'avènement d'un droit économique de l'environnement qui peut être défini comme le droit de l'organisation de l'économie par les pouvoirs publics ou par les pouvoirs privés, voire par leur collaboration. Donc, la fiscalité, dans cet ensemble qui est le droit économique de l'environnement, va être utile pour permettre d'orienter le choix de la demande, le choix des consommateurs, le choix des agents économiques. Il ne va plus s'agir simplement de contraindre, mais d'inciter, de convaincre par notamment le recours à la fiscalité. Alors, cette fiscalité environnementale, elle est fondée sur le principe du pollueur-payeur, donc qui constitue le fondement de cette nouvelle branche du droit économique de l'environnement. Alors, c'est un principe économique initialement, donc André, dans quelques instants, en parlera beaucoup mieux que moi. Ça renvoie aux travaux donc, notamment d'un économiste britannique, Pigou, au début du XXe siècle, il y a un siècle donc. Et ce principe économique est devenu un principe juridique, notamment sous l'impulsion de l'Union européenne, mais aussi de l'OCDE. Alors, cette fiscalité écologique, c'est un instrument hybride puisqu'elle est créée par la puissance publique, mais elle est conçue comme un instrument de pilotage de l'économie dans une perspective plus respectueuse de l'environnement. Alors, cette fiscalité écologique, il y a deux grands ensembles. Financer les services publics, ça ne nous intéresse pas ce soir, mais plutôt orienter le comportement des agents économiques à travers la taxe carbone ou le bonus-malus en matière automobile dont vous avez peut-être entendu parler. Alors, la taxe carbone entretient des relations particulières avec l'Europe, je t'aime moi non plus, dans la mesure où cette taxe carbone, qui donc agit sur le signal prix, il s'agit de renchérir le prix des produits polluants et d'inciter donc les consommateurs à se détourner de ces produits, eh bien cette taxe
elle a des relations étroites avec l'Europe, puisque, comme je le disais il y a un instant, elle est née des travaux d'un économiste européen, britannique. Et puis, les premiers exemples de taxes carbone sont apparus en Europe, notamment en Suède, il y a 30 ans. L'Union européenne avait voulu elle-même se faire l'avocate de cette taxe carbone au moment du sommet de la Terre en 92, puis lors du protocole de Kyoto. Ça avait été refusé par nos amis américains, d'où le marché du carbone. On parlera d'ailleurs des relations entre marché du carbone et taxe du carbone, peut-être, pendant la discussion. Alors, cette taxe est bien évidemment impopulaire. En France, on a deux grands exemples dans l'actualité récente, la crise des bonnets rouges et la crise des gilets jaunes, sur lesquels on pourra peut-être revenir. Donc, par définition, la taxe carbone, pour être pertinente, pour être efficace, doit croiser les considérations climatiques et les considérations sociales. Ce qui doit donc aboutir à une recherche un petit peu peut-être illusoire, une forme de quête du Graal par l'Europe, une forme de quête de Graal social, l'Europe étant souvent pensée et présentée comme une construction économique. L'acceptation de la dimension sociale par l'Europe pose question. Donc, cette intégration du paramètre social, elle est essentielle pour assurer l'acceptabilité de cette nouvelle fiscalité, puisqu'on protège le climat, on protège l'environnement, on cherche à lutter contre les émissions de dioxyde de carbone pour protéger l'être humain, pour protéger les sociétés humaines du point de vue sanitaire, du point de vue économique, du point de vue culturel. Et d'ailleurs, le seuil de l'accord de Paris en témoigne, puisque si l'accord de Paris prévoit un seuil de 2 degrés Celsius, voire 1,5 degré, c'est par rapport à l'impact sur les sociétés humaines, puisque les premières victimes de la dégradation du climat, ce sont les classes populaires dans nos pays et les pays pauvres à l'échelle internationale. Donc, un petit chiffre pour illustrer mon propos, 10% des terriens donc, sont responsables de 45% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est assez éclairant, ce qui est assez illustratif de mon propos. Dès lors, l'Europe se voit enjointe, contrainte de chercher à définir un nouveau contrat social qui serait aussi un contrat naturel, si vous me permettez de fondre les expressions, bien évidemment, de Jean-Jacques Rousseau, mais aussi de Michel Serres, sur lesquelles on reviendra peut-être plus tard. Il va s'agir donc d'assurer une forme de solidarité par le droit dans la mise en œuvre de cette taxe. Alors, cette solidarité, elle peut prendre la forme d'une affectation des recettes à la transition écologique, par l'abaissement des prix des produits verts, des produits vertueux, pour que ceci soit plus accessible aux classes populaires et aux pays en développement. Ça doit aboutir également, au-delà de l'instauration d'une taxe carbone, à un verdissement général de la fiscalité. En somme, pour que le marché ait sa main invisible et la main verte, la puissance publique a le droit de lui forcer la main. On pourrait peut-être évoquer, si on en a le temps, le rôle de la BCE, de la Banque centrale européenne, qui cherche à verdir aussi son mandat. Pour terminer, on peut évoquer l'instauration prochaine d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe dans le cadre du Green Deal, dans le cadre du Pacte vert européen, qui vise à donner un prix à l'empreinte carbone des produits qui proviennent des pays tiers à l'Europe, des produits qui sont importés. Le deal est le suivant de la part de l'Europe, c'est que si les partenaires commerciaux de l'Europe s'engagent à mettre en œuvre de manière satisfaisante l'accord de Paris, ils seront dispensés de cette taxe carbone. Cette taxe carbone, elle doit s'accompagner aussi d'un transfert financier à destination des pays pauvres pour les aider à mettre en œuvre l'accord de Paris. Et là, je vais évoquer une autre taxe, parce qu'une taxe peut en cacher une autre. C'est la taxe sur les transactions financières. Il y a un projet de taxe Tobin, de taxe sur les transactions financières au niveau européen, donc qui permettrait de financer l'adaptation et l'atténuation du changement climatique dans les pays pauvres. On peut évoquer également l'impact de la guerre en Ukraine, puisque des questions se posent en matière de diversification de l'approvisionnement énergétique de l'Europe et de diminution de la dépendance aux énergies fossiles russes dans un premier temps, mais aux énergies fossiles tout court dans un deuxième temps. Donc, il y a des positions contrastées parmi les 27 États membres de l'Union européenne. Certains proposent plutôt un recours aux énergies fossiles de substitution comme le GNL américain, tandis que d'autres pays comme l'Espagne, déjà très avancés en matière d'énergie renouvelable, proposent qu'on accélère en matière de déploiement des énergies renouvelables, ce qui permettrait donc de décarboner l'économie, serait complémentaire de l'instauration d'une taxe carbone. Donc, on peut dire que le droit est le pire des instruments de protection du climat à l'exception de tous les autres, pour paraphraser un grand Européen, même s'il était britannique. Et donc, je conclus mon propos
sur une perspective qui, je l'espère, restera purement une dystopique, à savoir donc, comme vous pouvez le constater, une fonte de la banquise particulièrement importante. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Carlos, et je rappelle au public que vous pouvez poser vos questions dès à présent sur l'onglet questions-réponses. N'hésitez pas. Je vais maintenant passer la parole à André Meunier, qui est maître de conférences en économie, chercheur à la Bordeaux School of Economics. Et je vais poser la question suivante à André. Quels sont les objectifs d'une fiscalité carbone? Je vous laisse la parole, André. Merci. Alors, juste peut-être avant de commencer cette présentation et de répondre, je pense, tout au long de ma présentation à votre question, juste une petite précision. Moi, je remercie les organisateurs là, de m'avoir invité parce que j'ai quitté le champ de l'étude économique du changement climatique il y a quelques années et je suis maintenant plutôt sur la transition énergétique parce que disons que les questions climatiques et le dernier rapport du GIEC en fait état, disons, pour le faire clair, me sapait le moral parce qu'on ne fait pas grand-chose et l'urgence manifestement est peu comprise par les politiques et par un ensemble d'acteurs. Et donc, voilà, c'est très intéressant pour moi de revenir un peu sur ce sujet-là que j'ai un peu quitté il y a quelques années. Alors, pour commencer cette présentation, simplement un petit rappel. Cette question, elle est revenue sur l'actualité, la question de cette taxe carbone et puis plus généralement de la dépendance de nos économies au gaz, au pétrole, avec l'actualité de la guerre en Ukraine qui repose cette question et qui, peut-être, j'y reviendrai en conclusion, nous montre en fait qu'il aurait fallu réagir beaucoup plus tôt que ça et que là, voilà, on se rajoute des difficultés avec cette dépendance vis-à-vis de la Russie dans notre capacité, disons, à soutenir l'Ukraine, mais on pourrait y revenir dans les discussions. Alors, d'un point de vue économique, l'objectif d'une taxe carbone, c'est, en termes techniques, disons, c'est d'internaliser l'externalité climatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc on se situe dans le cadre d'une externalité. Une externalité, ça signifie que c'est lorsqu'un agent économique, par ses activités, a un impact sur d'autres agents économiques, que ce soit davantage de coûts ou autres, mais que cet impact sur les autres agents économiques eh bien, n'est pas médiatisé par le marché, c'est-à-dire que ça ne donne pas lieu à un prix. Et donc, comme ça ne donne pas lieu à un prix, eh bien, dans les stratégies des agents, cette externalité n'est pas prise en compte par le marché. Et donc, du coup, on continue, là, dans notre exemple, de polluer parce que aucun indicateur, disons, aucune contrainte vient nous signaler que on a des coûts supplémentaires imposés aux acteurs par cette externalité. Alors, je vais juste insister sur quelque chose d'un tout petit peu technique, mais qui va être important dans ma présentation, l'idée que c'est une externalité de stock, le changement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gaz à effet de serre, en fait, ce ne sont pas des externalités de flux, c'est-à-dire leur action sur le climat, c'est l'accumulation que l'on fait d'année en année de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui va provoquer, qui va accentuer cet effet de serre et donc la température globale dans l'atmosphère et dans les mers. Et donc, c'est bien cette accumulation de stock. Par exemple, si on prend l'exemple du carbone, on estime que lorsqu'on émet du CO2, la durée de vie du CO2 est comprise entre 100 et 150 ans, selon les estimations. Et donc, ce que l'on émet aujourd'hui sera là encore dans 100 ou 150 ans. Et c'est cette accumulation qui provoque le changement climatique. Et retenez bien cette idée-là parce qu'elle est importante pour la suite. Pourquoi? Parce qu'on va être dans une question en fait, qui concerne plutôt le long terme, premièrement. Et puis, deuxièmement, il y a l'idée que cette durée de vie extrêmement longue, notamment du carbone dans l'atmosphère, fait qu'on a un problème réel de légitimité de l'action politique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on est dans une situation très particulière vis-à-vis du changement climatique, qui est qu'on ne peut pas attendre de connaître les coûts que les sociétés vont subir suite à un changement climatique plus ou moins grave pour agir. Pourquoi? Parce qu'il sera trop tard. Et là, toutes les problématiques est qu'il faut donc agir, c'est-à-dire subir les contraintes. Et je reviendrai sur cette question-là. Les contraintes sont énormes si on veut respecter l'accord de Paris, les accords de Paris. On sait que cela va coûter extrêmement cher à la société, voire qu'on va aller jusqu'à
changement assez radical de modèle économique et que tous les acteurs vont devoir participer à ce partage du fardeau que va représenter cette lutte contre le changement climatique, sans que l'on sache réellement quels sont exactement les coûts que l'on évite, puisque si on atteint ces coûts-là, il sera trop tard pour revenir en arrière. Et donc là, on a un problème de la légitimité de l'action politique, hein, c'est-à-dire agir, imposer, disons, ou persuader les citoyens de mettre des contraintes sur le fonctionnement de l'économie, des contraintes fortes, sans qu'on puisse précisément savoir ce que l'on gagne à ces contraintes, puisque en fait, c'est les générations futures qui vont bénéficier des actions que l'on entreprendrait aujourd'hui. Donc là, il y a un vrai problème de légitimité de l'action politique qui est important et qui a été en partie résolu, ou en tout cas dont on a essayé de donner une réponse à travers le GIEC, qui, lui, par ses estimations très consensuelles, on pourra revenir dans la discussion là-dessus, permet quand même d'anticiper ce que serait le changement climatique et donc avoir une idée à peu près consensuelle et de plus en plus hein, des risques que nous fait courir le changement climatique. Alors, par rapport à ce qu'a dit mon camarade précédemment, je dirais un peu l'inverse de ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'objectif d'une fiscalité carbone, ce n'est pas tellement d'abord engranger des recettes publiques, c'est plutôt avant tout donner un prix au carbone pour changer les comportements en faveur des sources qui sont non émettrices de carbone, c'est-à-dire soit les énergies renouvelables, soit le nucléaire. Alors ça, comme il l'a bien rappelé, hein, c'est le principe du pollueur-payeur, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais l'idée est assez simple, est de forcer le pollueur à tenir compte de son impact sur les autres en donnant donc un prix à sa pollution, ici les émissions de CO2. Alors l'idée dans une taxe, et je reviendrai là-dessus aussi, c'est que eh bien, ça agit donc à travers un signal prix, on signale aux acteurs le coût économique, social de leur action. Et l'idée importante, c'est que cette taxe, elle est relativement stable. C'est-à-dire qu'on peut les mettre, et c'est ce qu'a fait la Suède, j'y reviendrai tout à l'heure, on peut les mettre à un niveau relativement bas au début pour signaler aux acteurs qu'on va commencer à imposer un prix aux émissions de CO2. Et puis, progressivement, en l'annonçant à l'avance, eh bien, on va augmenter cette taxe jusqu'à ce qu'elle atteigne des niveaux qui soient réellement impactants. Mais cette stratégie-là permet en fait aux acteurs d'anticiper sur le long terme le fait que le CO2 va coûter de plus en plus cher à émettre et donc va leur permettre d'investir, puisque c'est des sommes relativement importantes qu'il va falloir investir, dans des technologies bas carbone. Et puis effectivement, un deuxième objectif de cette taxe carbone, c'est l'idée d'engranger de nouvelles recettes publiques. C'est ce qu'on appelle en économie le double dividende. C'est-à-dire d'un côté, le premier dividende, c'est on taxe, donc on pollue moins. Le second dividende étant l'effet des recettes publiques que l'on va pouvoir utiliser, notamment, évidemment, on pense tous à ça, hein, pour financer la transition énergétique ou autre. Et ça, c'est vraiment un problème important aussi, ou autre, c'est-à-dire que quand on pense par exemple au mouvement des Gilets jaunes, hein, qui, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, à stopper net l'idée de cette taxe carbone et en tout cas d'augmenter cette taxe carbone à des niveaux importants, eh bien, il y a peut-être eu à l'époque la perception que ça faisait plutôt partie d'une réforme de la fiscalité globale, avec la réforme de l'ISF, différents types de réformes, et que pour compenser en quelque sorte, eh bien, la taxe carbone pouvait fournir des recettes publiques qui pourraient compenser des réformes fiscales qui étaient considérées comme plutôt injustes. Donc là, vous voyez, la façon dont on va annoncer ce que l'on fait des recettes publiques est extrêmement importante aussi, c'est une vraie question. Alors, un petit point peut-être sur le panorama mondial de la situation. On voit là en bleu l'ensemble des marchés, hein, puisque vous avez deux possibilités quand vous avez une taxe carbone. Premièrement, c'est de faire cette taxe dont je viens de parler. La deuxième que vous connaissez tous, donc je ne vais pas insister trop dessus, mais c'est de faire un marché du carbone. C'est-à-dire on fait un quota global de carbone que l'on divise ensuite en permis d'émission que l'on va distribuer à des acteurs et qui vont pouvoir échanger entre eux et à la fin de l'année, ils doivent démontrer que toutes leurs émissions de pollution ont été couvertes par des permis d'émission. Donc voilà, ça c'est deux instruments, je vais revenir dans le slide suivant là-dessus, mais juste avant un petit panorama mondial de ces deux instruments économiques, vous voyez en rouge les initiatives de taxe carbone, et puis en bleu, vous voyez les initiatives de marché du carbone, pour le dire vite. Et donc, vous voyez que petit à petit, cette idée de taxer le carbone commence à diffuser
mais à des niveaux relativement disparates. On voit la Suède, j'espère que vous voyez ma souris bouger, on voit la Suède en haut qui est déjà à 123 $ par tonne de CO2 émis, qui est donc le record dans cette catégorie-là, mais je reviendrai tout à l'heure sur cet exemple-là. On voit la Suisse aussi qui est à 96, donc des pays qui ont vraiment une taxe carbone que l'on estime comme étant très contraignante sur les acteurs. Et puis, vous avez d'autres pays qui commencent timidement à implanter cette taxe carbone. On peut regarder du côté de l'Asie avec le Japon à 3 $, etc. Et évidemment, j'attire votre attention sur le grand acteur qui nous manque, c'est les États-Unis, où on voit qu'il y a des initiatives des États fédéraux, notamment la Californie, qui a créé un marché du carbone. En revanche, voilà, pour l'instant, au niveau de l'État fédéral, il ne se passe rien, et ça, c'est un vrai problème en termes de capacité d'entraînement pour des régulations mondiales plus avancées. Alors, je m'arrête un peu sur cette question, sur l'idée de est-ce qu'on prend une taxe carbone, un marché du carbone, parce que ça intéresse beaucoup les économistes, évidemment, et c'est très important pour les discussions. Alors, le choix entre les deux, et vous allez voir que tout plaide, en fait, en tout cas dans le contexte international, pour mettre en place une taxe carbone plutôt que ce que l'on avait choisi à Kyoto, qui était un marché et qui a montré qu'il a échoué, puisque depuis 2012 et le post-Kyoto, il ne se passe pas grand-chose en termes de vraies contraintes sur les gouvernements. Alors, l'idée, en fait, c'est que vous avez deux instruments économiques. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez la taxe qui agit sur les prix, et puis de l'autre côté, le quota, il agit sur les quantités que l'on va pouvoir émettre. Et ça, c'est deux points de vue symétriques. C'est-à-dire que lorsque l'on est en économie, eh bien, on échange des quantités de quelque chose à un certain prix. Si on est sur la taxe, on connaît le coût que l'on va imposer. Ça, on a la certitude. On sait que, par exemple, la taxe, on va la fixer à 40 $ la tonne de CO2 émise. Très bien, on connaît le coût. Ce que l'on ne sait pas, par contre, c'est la quantité. C'est-à-dire, est-ce que l'on va atteindre l'objectif de réduction de pollution qu'on s'était fixé ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, les agents vont pouvoir préférer payer la taxe plutôt que de diminuer leur pollution? Donc, voilà l'inconnu pour la taxe. Mais à l'inverse, symétriquement, le marché, c'est l'inverse. On connaît exactement si le marché est respecté, on connaît exactement quelle va être la performance écologique de la disposition, puisqu'on connaît le quota global de pollution que l'on peut émettre. En revanche, ce que l'on ne connaît pas, c'est le coût. Plus le quota aura été restrictif, évidemment, plus l'offre de permis sera rare, et donc plus le permis sera cher, et plus le coût sera important. Or, rappelez-vous ce que je vous ai dit, on est dans une problématique d'externalité de stock. C'est-à-dire c'est le long terme qui compte. Et donc là, cet argument-là, ce choix-là entre les deux instruments plaide plutôt pour la taxe, puisque si on se trompe sur le niveau de la taxe, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ce n'est pas très grave en fait. Ce qui compte, c'est ce qu'on va émettre sur les années qui viennent. Et donc, on a le temps d'ajuster cette taxe carbone. On n'a pas la nécessité de connaître immédiatement pour l'année prochaine la quantité totale d'émissions de CO2. Donc là, vraiment, on a un premier argument qui est vraiment en faveur de la taxe. Un deuxième argument, sur lequel on pourra revenir, je vais essayer de passer vite pour avoir le temps de finir. Un deuxième argument, c'est les recettes dont je vous parlais qui sont issues de la régulation environnementale. Eh bien, comment les partager? Dans le cas de la taxe, évidemment, c'est l'État qui la touche. Dans le cas, en revanche, du marché, si notamment les permis sont distribués relativement gratuitement aux acteurs économiques, notamment aux acteurs industriels, eh bien, c'est une privatisation des revenus qui sont issus de la régulation environnementale, puisqu'ils vont vendre les permis et engranger de nouveaux revenus pour leur entreprise. Donc là aussi, c'est un moment du débat qui est extrêmement important entre les deux. Et première chose, c'est la facilité plus ou moins grande que l'on a à imposer des prix et une régulation. Si vous avez des émissions qui sont concentrées entre quelques acteurs, comme par exemple les grands pollueurs que sont les aciéries, la production d'électricité, etc., bien là, il est assez facile, on identifie bien les acteurs, il est assez facile d'imposer un marché. En revanche, si les émissions sont diffuses, si par exemple ça concerne nos transports quotidiens, etc., eh bien là, la taxe est évidemment beaucoup plus efficace. Voilà pour une présentation assez rapide. Alors, je vais être très rapide là aussi, puisque Carlos en a déjà un petit peu parlé.
La tarification carbone dans l'Union européenne, eh bien d'abord, premier commentaire, hein, l'Union européenne est le leader de la tarification carbone, puisque 65% des 48 milliards de dollars qui sont générés par ces régulations, par cette tarification carbone, que ce soit marché ou taxe, revient à l'Europe. Hein, donc, on est très devant en termes de régulation de ce côté-là. Et puis, l'exemple plus né, évidemment, c'est la Suède. Alors, je manque de temps. Si vous avez des questions, je reviendrai là-dessus. Je vais passer sur l'exemple de la Suède pour pouvoir finir la présentation. Ensuite, en France, on appelle ça donc la taxe carbone, la contribution énergie-climat. Et comme je vous le disais, vous voyez, on avait vraiment tout à l'heure cette stratégie. On l'a fixée, on a commencé en 2014, elle était fixée à 7 €. Et puis, elle a régulièrement augmenté jusqu'en 2018, où le mouvement des Gilets jaunes l'a stoppé. Et on en est aujourd'hui toujours à ce 44,6 € par tonne de CO2 émise. Et en réalité, ça aurait dû monter progressivement jusqu'à 100 € en 2030, mais pour l'instant, c'est bloqué. Et si j'ai bien compris, Emmanuel Macron a dit que, lui étant réélu, il continuerait de la bloquer au-delà de 2022. Donc, pour l'instant, on est vraiment sur quelque chose de tout à fait bloqué. Et puis, pour l'efficacité de cette taxe, hein, eh bien, elle couvre 35% des émissions de CO2 en France. Autre initiative européenne sur laquelle je pense on pourra revenir durant les discussions, c'est ce que Carlos vous disait tout à l'heure, la taxe carbone européenne, qu'on appelle précisément le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, la MACF. Alors là, l'idée, c'est bien d'imposer les importations, hein, le contenu en CO2 des importations. Au début, à partir de 2023, normalement, les grands pollueurs que sont les aciéries et puis de souvenir les aciéries et le ciment. Et l'idée, en fait, quelle est l'idée derrière? C'est que si on veut réguler au niveau européen, cela va coûter aux entreprises, ça va donc limiter la concurrence, en tout cas attaquer la concurrence des entreprises européennes, et face à cela, on met une taxe carbone aux frontières pour tenir compte de ce coût supplémentaire anticoncurrentiel, en quelque sorte, hein, qui sera imposé aux entreprises européennes. Alors, il y a plusieurs problématiques là-dessus sur lesquelles on pourra revenir. D'abord, est-ce que l'OMC, est-ce qu'on va être en règle avec les règles de l'OMC, hein? Ça va être le débat qu'il va y avoir autour de l'idée de est-ce que c'est une mesure en fait protectionniste ou pas. Et puis l'autre idée, c'est les pays émergents qui sont en train de se développer. Est-ce qu'on ne va pas leur mettre encore de nouveaux bâtons dans les roues, empêcher une croissance efficace qui ferait qu'ils pourraient se développer et investir plus efficacement dans des projets bas carbone à terme. Voilà un peu les discussions autour de ce mécanisme d'ajustement aux frontières. Alors, dernière chose avant de conclure, peut-être élargir un petit peu, qu'on ait tous les choses en tête, hein, sur qu'est-ce que peut la taxe carbone par rapport à la contrainte climatique. Et là, ce que je vais essayer d'argumenter, hein, c'est que vu l'urgence, la taxe carbone, c'est un instrument, mais vraiment, c'est extrêmement loin d'être suffisant. Et il va falloir aller beaucoup plus loin si on veut avoir une influence réelle sur le changement climatique. Alors là, évidemment, vous voyez que là, vous avez les émissions mondiales de gaz à effet de serre dans le schéma d'en haut. Vous voyez qu'on augmente. Hein, alors, on voit la petite baisse de la crise de 2019, mais du Covid 2020, mais on voit que ça a repris aussitôt derrière et que donc on est sur une courbe tout à fait insoutenable, puisqu'on estime qu'il faudrait se situer largement en dessous de la barre des 10 gigatonnes de CO2 dans le monde. Vous voyez qu'on est très, très loin de l'objectif. Et pour vous en persuader, lorsqu'on regarde quelles sont les émissions par tête des grands pays, je vous ai mis ici en bas, la barre rouge, c'est ce qu'il faudrait, si l'on voulait que chaque être humain émette la même quantité de CO2 et qu'on respecte les accords de Paris. Voilà la barre rouge qu'il faudra atteindre. Et vous voyez que notamment les pays riches sont très largement au-dessus. Le seul continent qui est encore en dessous, c'est l'Afrique. Et vous voyez que même la Chine est déjà, en termes d'émissions par habitant, très largement au-dessus, ce qui donne une idée de l'ampleur. Alors, ce petit schéma, très rapidement, pour vous montrer quelque chose de très intéressant. Alors là, c'est sur les décennies 2010, 2019, qu'est-ce qui a contribué à cette évolution extrêmement rapide des émissions? Alors, en jaune, c'est la progression des émissions que l'on attribue à la croissance démographique. Sans pouvoir y revenir, mais du coup, là, il y a une idée que 10 milliards, 11 milliards, etc., c'est bien plus d'énergie nécessaire et que donc, de ce côté-là, la démographie peut poser un problème. Mais évidemment, c'est un sujet très délicat parce que
ça fait appel aux vieilles thèses un peu malthusiennes, donc c'est un sujet délicat, mais vous voyez que là, il y a un vrai impact de la démographie sur la dynamique des émissions. Bon, ensuite, évidemment, l'impact principal, c'est celui qui est en vert ici. Et vous voyez que là, c'est l'impact de la croissance économique. Et c'est bien ça qu'il faut retenir, c'est que si l'on veut répondre au changement climatique, il y a vraiment un problème actuellement de dépendance à la croissance économique qui est extrêmement problématique, puisqu'on voit bien que la croissance économique est la principale responsable de l'augmentation des effets de serre, même si, vous voyez en vert clair en dessous, le progrès technologique, lui, a permis de limiter cette hausse, puisqu'il a eu des contributions négatives, c'est-à-dire que grâce au progrès technologique, notamment au progrès en intensité énergétique, eh bien, on a pu limiter la hausse et l'impact de la croissance économique. Et puis, petit slide pour vous montrer aussi que, eh bien, on a deux types de responsabilités dans la question climatique. On a ce qu'on appelle la responsabilité ici, ce que je vais vous montrer, c'est émergente, c'est-à-dire qu'on voit les pays riches par rapport à 90, ça augmente, mais quand même assez légèrement. Par contre, ce qui explose, évidemment, c'est les émissions de la Chine et ce sont les émissions de l'Inde qui suivent le même sentier. Et donc là, on a un problème de responsabilité émergente. Il n'empêche que si l'on regarde ce que l'on a émis, deuxième colonne, depuis 1850, c'est-à-dire qu'on tient compte que le changement climatique est un problème d'accumulation sur le long terme de gaz à effet de serre, eh bien, on voit que les pays développés sont responsables du plus des 2/3 du changement climatique. Donc, attention au discours qui montre que la Chine est le problème aujourd'hui pour le changement climatique. Non, le problème aujourd'hui du changement climatique, c'est quand même notre mode de croissance passé et celui des problèmes avant tout des pays occidentaux. La Chine a une responsabilité, mais pour l'instant, qui n'est qu'émergente. Je ne reviens pas sur la taxe parce que là, je n'ai pas le temps, donc l'aspect injuste, mais on pourra y revenir évidemment parce que c'est quelque chose de très connu. Simplement pour dire comment peut-on imaginer de s'en sortir. Eh bien, vous avez d'abord deux grandes tendances, deux grands plans économiques, deux grands champs économiques. Le premier, auquel peut-être, je ne veux pas être trop polémique, mais auquel on peut inclure M. Macron, c'est l'idée qu'on a une vision très optimiste, très progressiste, le progrès technologique, on va investir dans les énergies renouvelables, le nucléaire, et ça va nous permettre, il va y avoir un coût, mais en même temps, ça va créer des emplois, et ça va nous permettre, à peu de frais, somme toute, de ne plus émettre de CO2, et tout va bien se passer pour l'avenir. Il y a une autre vision qui est beaucoup plus nuancée, qui dit que non, le poids des énergies fossiles est trop important, et que le potentiel des énergies renouvelables ne peut pas nous permettre de continuer à croître tel qu'on le fait aujourd'hui. Même, on pourrait poser la question de la décroissance. Et en tout cas, il va émerger un concept dans ce cadre-là, qui est le concept de la sobriété. Toute la question étant comment, avec cette sobriété, donner un modèle en tout cas proposer un modèle à la société qui donne envie de pouvoir changer de système, en fait, et aller sur un système beaucoup plus sobre, notamment grâce à une transition énergétique, mais aussi à des objectifs économiques très différents. Excusez-moi, André, je vous laisse. Je m'arrête là. Super. Désolé. Okay. Merci, André. Je vais passer tout de suite la parole à Jean Siréjol, qui est membre et activiste de l'association TACA, Agir pour le climat. Jean, je vous laisse présenter votre association. Ok, bonjour. Je vais essayer de faire marcher tout ça. Est-ce que ça marche pour vous? Alors, nous voyons votre diaporama, effectivement. Vous voyez le diaporama? Oui. Ok, très bien. Bonjour. Donc, pour commencer cette présentation, je vais repartir sur ce que disait André tout à l'heure, qui disait qu'il aurait fallu réagir beaucoup plus tôt. Et c'est ce que montre aussi ce dessin de Tols, qui est un dessinateur américain, spécialiste du réchauffement climatique. C'est un dessin en fait qu'il a fait en 2010. Vous voyez, il est du Washington Post. Et il se projette déjà en 2060 pour dire qu'en 2060, on n'a pas encore résolu le réchauffement climatique. Donc, c'est un dessin qui parle de la recherche scientifique
de l'espoir que la science va nous trouver une solution. Il parle de breakthrough technology, hein, qui donc, d'après lui, en 2060, n'est pas encore trouvée. Et il montre ces ingénieurs là, qui travaillent, qui bricolent sur une machine à remonter le temps. Donc, on a traduit, pour que le dessin soit plus clair en France, ce que dit l'ingénieur au président des États-Unis en français. Voilà, cette machine devrait nous faire revenir 50 ans en arrière. Nous aurions dû mettre en place une taxe carbone. Voilà. Donc, je trouve que c'est un dessin qui correspond bien à la question posée. Taxe carbone, chiffon rouge ou panacée, Tolls et pas mal de gens pensent qu'en effet, la taxe carbone est super importante. C'est un outil absolument indispensable. Alors, moi, d'où je vous parle je suis un activiste, c'est-à-dire je suis un citoyen qui est engagé là depuis une quinzaine d'années sur le problème du réchauffement climatique. Donc, on a créé une association qui s'appelle TACA. TACA, ça veut dire « TACA réduire tes émissions de CO2 ». Donc ça, c'est l'engagement individuel. TACA agir pour le climat. Ça veut dire aussi tarif carbone avec redistribution. Donc, une façon plus polie de dire taxe carbone, qui est un mot un peu clivant. Donc, avec cette association, on fait différentes choses pour mobiliser. Et donc, ça, c'est une mobilisation qu'on a faite avec le collectif Il est encore temps. Donc, je pense que c'était en 2019, à l'occasion du G7, c'était du temps de Trump. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce monsieur a existé. Et donc, il y avait un G7 à Biarritz et on a trimballé cette planète qu'on avait construite avant. On l'a trimballée en partie en la tirant avec une camionnette, mais en partie aussi à la force de nos mollets, hein, pour la faire venir jusqu'au G7 et pour dire aux grands patrons du monde, n'oubliez pas la planète, c'est un problème super important. Alors, pour cette présentation, j'ai un plan en 3 parties, mais je ne vous montre que les 2 premières pour l'instant. Donc, d'abord, la raison. Alors, la raison, elle est mise en difficulté sur le réchauffement climatique, hein, parce que le réchauffement climatique, Al Gore parlait d'une vérité qui dérange. Et quand une vérité dérange, on se réfugie souvent dans le déni. Donc ça, c'est un autre dessin, un autre dessinateur très connu aux États-Unis, et à mon avis très puissant, qui montre le déni en action et avec l'action des lobbies du réchauffement climatique, Fossil Fuel Forever, qui nie la réalité de ce qui se passe. Donc là, c'était à l'occasion des premiers très grands feux en Californie. Donc, je pense que c'était en 2017, mais chaque année ensuite, il y a eu des feux hyper importants en Californie. Alors, si on revient sur les faits, donc voici ce schéma, alors que le GIEC, vous savez, c'est le groupement des experts du climat qui disent qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut diviser par 2. Là, ce document de l'AIE, c'est l'Agence internationale de l'énergie. Ce qui est intéressant, c'est que cette agence, elle n'a pas été créée pour s'occuper du climat, elle a été créée pour s'occuper de la consommation d'énergie à travers le monde, et en particulier donc des carburants fossiles qui représentent 80% de l'énergie consommée dans le monde. C'est ce que montre ce schéma. Donc, on voit les couleurs en bas. Le violet, c'est le charbon. Le pétrole, c'est le bleu. Et le gaz naturel, c'est le vert. Et alors que le GIEC dit qu'il faut diviser par 2, on voit par exemple qu'en 1997, c'est là qu'il y a eu la conférence de Kyoto, avec le protocole de Kyoto, qui était une première tentative pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc qui a été signé en 1997. Ce que montre ce schéma, c'est qu'en 2011, eh bien, les émissions, en tout cas la consommation de carburants fossiles, a augmenté de 40% depuis 1997. Et donc les émissions de serre ont augmenté de 40%. Et si on prolonge avec ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé en particulier avec la COP21 à Paris, où les États ont pris des engagements de restriction de leurs émissions de gaz à effet de serre, eh bien, la conséquence, si ces engagements étaient tenus, c'est une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de carburants fossiles de 16%.
Donc, on n'est absolument pas sur la bonne voie. Alors, pourquoi ça? Bien, encore une fois, facile avec un dessin, que je trouve quand même très puissant, qui rappelle ce dessin, bien que tout le développement incroyable de nos sociétés depuis 1850 s'est appuyé sur l'utilisation massive des énergies fossiles. Et cette utilisation, elle est très fragile, hein, et elle est centrale dans le développement de tout ce progrès que l'on constate encore aujourd'hui. Et c'est une autre façon de voir le fait que toute l'énergie qu'on utilise, 80%, viennent des énergies fossiles. Alors, si on regarde plus concrètement en France et au niveau des Français, alors ce camembert représente la répartition des émissions de gaz à effet de serre, mais cette fois-là comptée vue du consommateur. Donc, c'est une façon de compter qui n'est pas, la façon utilisée pour les COP. Hein. Généralement, ils ont l'habitude de compter les émissions de gaz à effet de serre de façon territoriale, mais on sait aussi compter les émissions vues du consommateur, et c'est une façon de compter qui est très importante. Donc, le Français moyen émet 10 tonnes de CO2 par an. Ça, c'est le chiffre, l'ordre de grandeur du chiffre. Donc, vous voyez, ces chiffres viennent du cabinet Carbone 4. Donc, ce sont des chiffres de 2010. Aujourd'hui, en 2020, ces chiffres ont très peu varié. Hein. De toute façon, il faut un certain temps aussi pour bien être capable de les recalculer. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est que ces émissions, il y en a une partie qui concerne le logement. Qu'est-ce qu'il y a dans le logement? Il y a l'utilisation de l'énergie pour faire les matériaux de construction de la maison, le bois, l'acier, les briques, etc. Donc ça, cette énergie-là, elle est amortie sur la durée de vie de la maison. Mais il y a aussi l'énergie, chaque année, utilisée dans la maison pour la chauffer, pour faire sa cuisine, pour faire prendre des douches chaudes, etc. Et pour faire fonctionner sa télé. Donc, toutes ces émissions de CO2, ça représente à peu près 19% de ces 10 tonnes. Il y a les émissions du transport, donc là, on fait plus facilement le lien avec les émissions de gaz à effet de serre, hein, vu que la voiture, l'avion utilisent des carburants. Mais dans ce chiffre, c'est 22%, il y a aussi l'énergie pour construire ces voitures et pour les entretenir. Enfin, ensuite, il y a l'alimentation. Donc là, on a représenté 2 exemples un peu extrêmes. Les vaches. Pourquoi les vaches? Parce que les vaches aussi émettent des gaz à effet de serre. Par la rumination, elles émettent du méthane. Et ce méthane a un rôle très significatif. Hein. Et puis on a mis à côté des pommes de terre, parce que des pommes de terre cultivées naturellement, elles utilisent très peu d'énergie, ou même pratiquement pas. Donc il y a l'alimentation. L'autre poste, ce sont les autres achats, donc ceux dont on a besoin en plus de se loger, de se déplacer et de s'alimenter. Donc dans ces autres achats, il n'y a pas les achats de voitures. Hein. Il y a les achats de vêtements, il y a les achats d'ordinateurs, les achats de sorties au théâtre, etc. Donc, ces achats représentent 24% de nos émissions. Alors, une première remarque, sur ce camembert, on ne voit pas de cheminée d'usine. Pourquoi on ne voit pas les cheminées d'usine qui émettent des gaz à effet de serre? Parce que les usines fabriquent des objets qui se retrouvent soit dans les transports quand l'objet est une voiture, soit dans les boîtes de conserve dans l'alimentation, soit l'ordinateur qui se retrouve dans les autres achats. Donc là, sur ce camembert, il y a toutes les émissions de la France. C'est une façon de compter toutes les émissions de la France. Donc on parle du logement, de nos déplacements, de notre alimentation et des autres achats. Là, on croit on fait tout le tour de notre vie. Ben non, quand on tombe malade, on va à l'hôpital. Quand on va à l'hôpital, on est très content qu'il y ait des super ordinateurs, des appareils très sophistiqués pour nous faire des radios, faire des diagnostics. Donc ça aussi, il a fallu des émissions de gaz à effet de serre pour produire ces appareils et aussi pour les faire fonctionner. Donc toutes ces dépenses-là
qui sont rangés dans la catégorie État. Il y a l'hôpital, il y a l'école pour les enfants, il y a, il y a la fac, hein, il n'y a pas que les enfants. Il y a aussi le ministère de la Défense, la justice. Donc, tous ces services communs, on estime que ça représente 12% des émissions de la France. Voilà. Et donc là, on a les émissions de toute la France. Et ce que nous dit le GIEC, il faut diviser par 2 les émissions mondiales. Les émissions de la France, en gros, c'est le double par tête de pipe des émissions mondiales. Donc nous, il faut les diviser par 4. Donc la question est, comment est-ce qu'on fait pour diviser par 4 ces émissions? Alors, on va commencer, prendre que 2 exemples. L'avion. Comment on va faire pour diviser par 4 les émissions des avions? À votre avis, le Solar Impulse, c'est généralisable pour transporter 300 passagers. Un avion qui décolle, à peu près la moitié, un transatlantique, un long courrier, la moitié de son poids, un petit peu moins, c'est le kérosène qui transporte. L'autre moitié de l'avion, c'est le poids de sa structure. Et entre ces 2 moitiés, qui sont un petit peu moins d'une moitié, il reste la charge utile. C'est moins de 10% de la charge utile, les passagers et leurs bagages. Un avion qui décolle, c'est surtout du kérosène. Donc, l'impact carbone de l'avion, il n'est pas prêt de changer. Et la seule façon pour diviser par 4 les émissions du transport aérien, c'est clairement qu'il y ait beaucoup moins d'avions qui volent. Et pour qu'il y ait moins d'avions qui volent, il faut qu'on prenne moins l'avion. Deuxième exemple, les vaches. La contribution des gaz à effet de serre des élevages bovins est très importante. Comment est-ce qu'on va faire pour diviser par 4 les émissions des vaches? Est-ce qu'on va rentrer en discussion avec les vaches en leur demandant de faire des efforts, d'émettre moins de méthane? Une vache est une vache, ce sera toujours une vache. L'INRA peut peut-être trouver, va peut-être grappiller 5% en changeant les régimes alimentaires, mais il n'y a pas grand-chose à espérer. La seule façon de diviser par 4 les émissions des vaches, c'est qu'il y ait 4 fois moins de vaches. Et pour qu'il y ait 4 fois moins de vaches, pourquoi il y a tant de vaches? C'est parce qu'on mange beaucoup de viande et beaucoup de produits laitiers, beaucoup de fromage. La seule façon qu'il y ait 4 fois moins d'émissions de méthane des vaches, c'est qu'on mange 4 fois moins de viande et de produits laitiers. Et ainsi, comme ça, pour tout ici correspond à quelques exceptions près. Et montre que le consommateur est central. Alors, comment on peut faire changer le consommateur? Quel est le critère sur lequel le consommateur a toujours l'œil? La réponse pour aller vite, c'est bien sûr le prix. Entre 2 produits qu'on juge à peu près équivalents, obligatoirement, on prendra toujours le moins cher. Donc, tant que ça coûtera plus cher d'être vertueux, on n'arrivera pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut mettre un prix sur la pollution, un prix sur le carbone pour rendre plus cher ce qui est trop polluant. Donc, ça, c'est la proposition de taxe carbone. Alors, vous allez la voir là, à la mode de TACA. Donc, le prix carbone est perçu à la source, c'est-à-dire au moment où les carburants fossiles sortent du puits de pétrole, de la mine de charbon ou du puits de gaz. À ce moment, en fonction de la quantité de carbone, donc en fonction en fait, de la quantité de carburant fossile, pour un prix donné, ce prix est payé par l'entreprise qui extrait ce carburant fossile, paye le prix carbone à un fonds climat. Donc, ça veut dire que son baril de pétrole, sa tonne de charbon ou son mètre cube de gaz coûte un peu plus cher avec ce prix carbone en plus. Et c'est ce carburant fossile lesté de ce prix carbone qui rentre dans le circuit économique. Et ce prix carbone, qui est écrit ici en orange, en plus du prix d'extraction demandé par le propriétaire, ce prix percole dans le système économique et se retrouve dans les produits. Et donc, les produits qui utilisent beaucoup de carbone, une voiture qui est fabriquée d'une façon où on utilise beaucoup de carbone va avoir une augmentation de son prix significatif. Une autre voiture qui aurait fait un effort spécial pour utiliser des procédés moins consommateurs de carbone voit une augmentation moins. Donc, tous les produits vont augmenter et tous les produits vont augmenter en fonction de la quantité de carbone qu'ils utilisent. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que tout l'argent qui a été payé au fonds climat, nous, on estime qu'il est payé pour
faire changer de comportement. Il est payé parce que c'est une externalité, comme le disait André tout à l'heure, mais cette externalité, elle est vis-à-vis de la nature. Et chaque être humain a droit à la même part de la nature, donc, et ça nous arrange aussi pour les objectifs qu'on recherche. Donc, on considère que la façon simple de régler l'utilisation de cet argent, c'est de le redistribuer en part égale pour chaque être humain. Voilà, donc notre Français moyen va se retrouver avec cette part égale de fonds climat chaque année. Alors, on peut regarder ce que ça donne au niveau mondial avec quelques exemples d'habitants moyens de pays. Donc là, on est parti sur l'hypothèse. Donc là, ce sont les chiffres des chiffres un peu anciens en France, hein, mais qui pour nous sont importants. C'est la proposition de la Commission Rocard, 32 € par tonne de CO2. C'est 9 centimes par litre de carburant. Hein, donc les chiffres de la Suède, là, il faudrait multiplier par ça à peu près par 4. Et les chiffres de la Suède, les chiffres que vous allez voir, il faudrait les multiplier par 4 s'ils étaient appliqués au niveau mondial. Donc, les chiffres ici concernent uniquement les émissions de CO2. Ça ne concerne pas les autres gaz à effet de serre, ça ne concerne pas le méthane des vaches. Alors, avec 9 centimes par litre de carburant, il y aurait une redistribution égale pour chaque être humain pour l'année, pour une consommation qui correspondait à celle de l'année 2010, de 140 €. Mais en fonction des consommations constatées de ces pays, d'après le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, oui, toujours, hein, on ne sait plus beaucoup là-dessus, ben, l'Américain moyen paierait 600 € et recevrait 140 €. Donc, vous voyez, il y a une différence de 460 € par Américain. Comme les Américains contre USA et Canada sont un certain nombre, ça fait 140 milliards d'euros qui seraient versés par les Américains vers l'ONU, vers un fonds, le fonds climat. De même, les Européens, on voit un versement de 110 milliards d'euros. Donc, à la COP de Paris, et en ce moment, les COP disent, on n'arrive pas, on cherche, il faudrait verser 100 milliards d'euros. Ce serait la première étape vers les pays, vers les pays qui ont besoin d'aide. On voit qu'avec 10 centimes par litre de carburant, on arrive à faire largement ces versements. Donc, ça confirme que la taxe carbone appliquée mondialement est un outil extrêmement puissant. Et donc, la raison, c'est que c'est vraiment une panacée verte. La réalité, bah, tout de suite, bien entendu, c'est un chiffon rouge. Donc, on l'a dit déjà, la contribution climat-énergie a été bloquée à 44 € par tonne de CO2. Donc, nous, on le transforme toujours en litres par carburant pour comprendre, parce que la taxe carbone, c'est sur le consommateur qu'elle joue principalement, pour calmer les gilets jaunes. Ensuite, après les gilets jaunes, le gouvernement a dit bon, on va quand même créer une convention citoyenne pour le climat pour essayer de voir ce que les citoyens peuvent trouver. Ils ont dit il ne faut pas parler du nucléaire, parce que ça, c'est une décision technique, ça relève de nous, mais il ne faut pas non plus parler de la taxe carbone. Donc, c'est bien le sentiment que c'est un chiffon rouge. Et le dernier exemple vient de nos amis américains et le monsieur à droite, c'est Rex Tillerson, qui était le patron d'ExxonMobil. Et en 2009, il s'était déclaré en faveur d'une taxe carbone. Donc moi, je croyais naïvement que c'était parce que ce type a quand même un peu de raison. Ben non, il avait fait ça principalement parce qu'il savait, ExxonMobil sait que cette mesure est inapplicable, considère que cette mesure est inapplicable. Et donc, il se donne un crédit écologique facile en disant je suis en faveur de ça, mais parce qu'il sait qu'on ne sera pas capable. Donc, ça montre bien que c'est un chiffon rouge qui est quand même hyper tenace. Alors, on ne peut pas en rester là. Comment s'en sortir? Il me reste... Bon, il me faut quelques minutes. Alors, il vous reste très peu de temps, Jean. Je vous laisse conclure. Ouais. La situation, elle est quand même sinistre. Hein. Voilà. Donc, cette photo est quand même spectaculaire. On en est là. On sait que c'est la catastrophe qui arrive et pourtant on ne bouge pas. Comment rendre acceptable la nécessaire sobriété pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que nous sommes d'accord que l'acteur principal, c'est le citoyen avec ses choix de consommation? On pourra en parler dans le débat si
je ne suis pas arrivé à vous convaincre de ça, qui me paraît absolument évident. La taxe carbone, c'est un outil puissant de sobriété et qui s'adresse aux consommateurs. Et la redistribution, bien expliquée, rend l'outil socialement plus juste. Mais cet outil ne peut pas tout. Parce qu'en effet, il y a le problème du passager clandestin. 4 milliards d'humains, chacun on peut se dire, bah, si les autres font le boulot, ça suffit. Moi, je peux rester regarder. Et ça ce comportement fait que ça ne marche pas. Et qu'on n'ose pas agir parce qu'on se dit, les autres ne vont rien faire, donc moi, ce n'est pas moi qui vais lancer le système. Et il y a le développement des inégalités. Alors, sur les inégalités, tout à l'heure, je pense que c'est Carlos qui disait que 10% des humains les plus riches émettaient 45% des émissions. Ce chiffre, il y a un autre chiffre qui est compatible avec celui-là, c'est que le top 1% des plus émetteurs émettent 14% des émissions de gaz à effet de serre, soit un peu plus que les 50% qui émettent le moins. Donc là, il y a quand même, moi je trouve que c'est un chiffre vraiment scandaleux. Donc, le prix n'est pas suffisant pour toucher ces 1%, hein, qui crée justement ce sentiment de passager clandestin. Et les gilets jaunes se sont opposés à la taxe carbone parce qu'ils disent pourquoi nous et pas les types qui ont des yachts, etc. Donc, il faudra ajouter des contingentements par exemple sur les déplacements en avion et des interdictions strictes, par exemple le tourisme spatial. Et donc, la solution qu'on propose, nous, pour parler de la sobriété, c'est de créer un grand débat sur la sobriété et sur la sobriété concrète. Et pour nous, il y a une proposition fantastique de la Convention citoyenne pour le climat, celle qui a été le plus discutée, c'est le 110 km sur autoroute. Les Français, a priori, sont contre, à 60-70%, mais pourtant, les 150 de la Convention citoyenne pour le climat, au terme de leurs 3 ou 6 mois de travaux, eux se sont retrouvés à 60% en faveur de ça. C'est-à-dire que quand on débat, quand on prend le temps de comprendre à quoi on fait face, eh bien, on comprend qu'on a besoin de sobriété et de changer son comportement. C'est obligatoire. Donc, nous, on estime que ce débat doit être lancé maintenant. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé une pétition. Vous avez le lien là, pendant cette campagne présidentielle et qu'on va continuer pendant les élections législatives, en espérant que le nouveau gouvernement mettra ce sujet en débat et, par exemple, proposera de mettre le 110 sur autoroute tout de suite, parce qu'il y a une nouvelle priorité qui est apparue, hein, après qu'on ait lancé notre pétition, c'est l'Ukraine. Hein, et on en a déjà parlé là tout à l'heure. À cause de cette guerre en Ukraine, on se rend compte de notre dépendance aux carburants fossiles. Et donc, si on veut arrêter de financer l'effort de guerre russe, eh bien, il faut réduire nos achats de pétrole. Et le 110 sur autoroute contribuerait grandement à nous permettre de ne pas avoir besoin d'acheter de pétrole russe. Voilà, bon, j'espère que j'ai à peu près respecté le délai. Et donc, merci d'en parler autour de vous et puis merci pour vos questions. Je vous remercie, Jean. On va maintenant passer à la phase des questions. Donc, je vais poser une première question peut-être pour Carlos, mais les deux autres intervenants, si vous avez envie d'y répondre, n'hésitez pas. Carlos, est-ce que vous pourriez expliquer davantage ce qu'est la taxe sur les transactions financières que vous avez abordée lors de votre intervention? Oui, je vais passer un petit peu rapidement pour éviter d'être trop long. Alors, je suis certain qu'André aura des compléments d'informations à donner, puisque c'est quand même un instrument économique. On a James Tobin qui, en 1972, si je me souviens bien, avait proposé d'instaurer une taxe sur les transactions financières. Donc, l'idée, comme son nom l'indique, hein, c'est donc de taxer les transactions dans les places boursières pour générer des revenus, sachant que c'est une source importante de richesse. Aujourd'hui, on parle de financiarisation du capitalisme. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher l'argent là où il est, pour le dire vite. Par exemple, il faut savoir que chaque jour s'échange sur la place de Paris, qui n'est pourtant pas la bourse la plus importante du monde ni d'Europe, l'équivalent du budget de la France.
Voilà, donc la Commission européenne, sous l'impulsion de la France et de l'Allemagne, à la fin des années 2000, au moment où il y a eu la crise des subprimes aux États-Unis, qui ensuite s'est muée en crise des dettes souveraines en Europe, bien des dirigeants conservateurs comme Mme Merkel et le président français de l'époque, M. Sarkozy, avaient proposé donc l'instauration d'une taxe sur la transaction financière à l'échelle européenne. Donc, la Commission européenne s'est attelée à ce projet, a eu un mandat pour élaborer une proposition de texte en la matière. Comme toujours en matière fiscale, il faut l'unanimité au niveau européen. Il n'y avait pas d'unanimité et on était même loin de là puisqu'on s'est retrouvé avec une petite dizaine d'États sur les 28 un petit peu plus tard. Donc, in fine, on a eu recours à ce qu'on appelle une coopération renforcée, c'est-à-dire que c'est un mécanisme qui est prévu en droit européen pour permettre à quelques États qui veulent aller plus loin d'agir, même si l'ensemble des États n'est pas d'accord. Donc, la Commission européenne a mis en place un projet. Elle considère que cette taxe sur les transactions financières telle qu'elle l'a conçue permettrait de dégager environ 80 milliards d'euros par an, soit environ donc 8 milliards d'euros supplémentaires pour chaque État. C'est vraiment une proposition initiale. L'idée, c'était ensuite de monter en puissance. Et je termine ma réponse, qui appellerait d'autres compléments, y compris sur le plan juridique, mais pour dire que le lien avec la problématique climatique, elle a été faite depuis assez longtemps, mais notamment lors de la COP21. Il avait été proposé lors de l'élaboration de l'accord de Paris d'allouer tout ou partie du produit de cette taxe au niveau européen à l'aide aux pays en développement, dont on a déjà parlé les uns et les autres à de multiples reprises, pour donc les aider à lutter contre le changement climatique, parce que quelque chose qu'on n'a peut-être pas évoqué pour l'instant, c'est que l'Union européenne se veut un acteur important, se veut un leader dans la lutte contre le changement climatique, mais l'Union européenne, c'est à la louche 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc, il faut que l'Europe emmène avec elle la Chine, les États-Unis, etc., et fasse preuve de pédagogie. Donc, la taxe sur les transactions financières pourrait être, je dis bien pourrait, parce qu'elle n'a pas été adoptée en raison notamment de l'opposition de la France, qui en plus, avec le Brexit, voulait récupérer une partie des activités financières de la City et l'agence bancaire européenne, qui pour le coup a été le cas d'ailleurs, parce que le siège de l'agence bancaire européenne a été transféré à Paris. Voilà, donc la taxe sur les transactions financières, bien qu'a priori elle n'ait aucun lien avec l'environnement, avec le climat, pourrait être utilisée en ce sens, puisque comme le disait Al Gore, Jean faisait référence à Al Gore tout à l'heure, l'ex-futur président des États-Unis, vice-président de Bill Clinton et prix Nobel de la paix en 2007 avec le GIEC d'ailleurs, pour sa contribution à la lutte contre le changement climatique. Al Gore disait déjà à l'époque, avant la crise des subprimes, en 2007 donc, expliquait que de toute façon les budgets des États ne seraient jamais suffisamment importants pour permettre de financer convenablement les efforts en matière de décarbonation de l'économie, qu'il fallait donc utiliser la puissance des marchés, mais un petit peu contre eux. C'est un peu comme un aïkido. L'idée, c'est d'utiliser la force de l'adversaire pour le vaincre. Donc là, ça serait utiliser la puissance financière des marchés éponymes, des marchés financiers, pour dégager des marges financières. Voilà. Vous avez oublié de remettre votre micro, Roman. Merci. Une autre question qui est peut-être plus à destination de Carlos, mais Jean et André, vous pouvez aussi donner votre avis. Que pensez-vous de l'Équateur, donc le pays, qui donne à la nature des droits comme à une personne à part entière? Est-ce que c'est envisageable en France? Alors aujourd'hui, c'est un débat important au droit de l'environnement, parce que ça pose la question du fondement juridique de la protection de l'environnement. Par quel vecteur juridique on protège l'environnement? Comme je le disais tout à l'heure rapidement, on protège l'environnement parce qu'il y a une interdépendance entre l'être humain et l'environnement, pour le dire vite. Si l'environnement est pollué, ça peut provoquer des pathologies chez l'être humain. Ça a aussi des conséquences sur le plan économique. L'environnement a également inspiré les artistes, les peintres, par exemple les impressionnistes. L'homme a besoin, l'être humain a besoin de l'environnement. En Occident, dans les pays européens notamment, on a eu recours au label de l'intérêt général. On a considéré très rapidement que l'environnement était une valeur d'intérêt général. Ça a été également consacré au plan international, avec la première grande conférence des Nations Unies de 1972 qui s'est tenue à Stockholm.
Et puis, progressivement, on a pensé on s'est aperçu que cette qualification d'intérêt général était nécessaire, mais pas suffisante, parce que le développement économique est aussi d'intérêt général. Donc, quand il faut faire la mise en balance, eh bien, malheureusement, cette conciliation entre développement économique et protection de l'environnement, elle n'est pas nécessairement toujours satisfaisante pour la protection de l'environnement. Ce n'est pas moi qui le dis, il suffit de regarder effectivement les rapports du GIEC, les rapports de l'Agence européenne de l'environnement, les rapports de l'ADEME en France. Donc, on a eu recours aussi aux droits de l'homme à l'environnement pour aller vite. Et puis, on parle aussi de patrimonialisation de l'environnement, accorder à l'environnement le statut de patrimoine commun. Et puis enfin, donc, la personnalité juridique. Pardon, je brosse à grands traits les différents canaux possibles, les différents supports juridiques possibles. Et donc, il y a plusieurs pays, effectivement, dans le monde. Il y a l'Équateur, mais il y a aussi la Nouvelle-Zélande qui a accordé la personnalité juridique à un fleuve. Il y a l'Inde également, au Gange. Il y a d'autres pays latino-américains, comme le Pérou aussi, qui ont fait la Pachamama un titulaire de droit. La Pachamama, c'est la terre, c'est Gaïa dans notre mythologie grecque. Donc, ça renvoie à une formule célèbre, en tout cas dans le milieu des environnementalistes. En 1972, on avait un journaliste qui avait dit, puisqu'il s'agissait d'un projet d'extension d'un parc d'attractions de Disney, et donc il fallait détruire, il était nécessaire de détruire une forêt pour procéder à l'extension de ce parc. Et l'idée avait déjà été annoncée à l'époque, should trees have standing, pardon pour l'accent, et donc ça signifie, je pense que tout le monde aura compris, est-ce que les arbres devraient pouvoir agir en justice? Donc l'idée, c'est qu'on ait des composantes ou l'intégralité de l'écosystème qui se voient attribuer des droits. En Europe, c'est balbutiant encore. On commence à en parler en France, par exemple pour la Loire, mais c'est très balbutiant parce qu'on a du mal faire de la philosophie du droit de l'environnement très rapidement. Je ne suis pas philosophe du droit de l'environnement, mais je suis obligé d'en faire un peu, d'en pratiquer un petit peu. Bien, ça renvoie effectivement à un changement de paradigme. On a un paradigme anthropocentrique classiquement au droit de l'environnement, et l'idée, ce serait de le matiner de considérations écocentriques. Voilà. Et ça, c'est un sujet très délicat, c'est un sujet éminemment politique au sens étymologique du terme, donc ça renvoie effectivement à un choix des membres de la police, des membres de la cité, donc des citoyens. Et donc là, le droit ne peut qu'intégrer une éventuelle maturation, une éventuelle maïeutique qui pourrait se faire dans les sociétés européennes, dans les sociétés occidentales de manière plus générale. Mais pour l'instant, c'est vraiment très balbutiant en Europe. Les exemples qu'on a, c'est l'Inde, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est les pays latino-américains. Voilà. Merci. Et une question pour Jean. Que pensez-vous du mécanisme qu'on peut trouver sur le site internet comptecarbone.cc qui consiste en un quota annuel décroissant égalitaire pour tous les citoyens afin que les entreprises soient incitées à décarboner sous la pression de leurs clients? Jean. Oui. Donc ça, c'est l'idée du quota individuel. Excusez-moi. Donc, le quota individuel, c'est une bonne idée parce que c'est pédagogique de se dire j'ai droit à 10 tonnes de carbone, de CO2, il faut que je me limite à ça. Là, moi, j'espère que je n'ai pas le droit de tousser 5 fois, j'essaie de me limiter. Bon, et ce qu'il faut comprendre quand même aussi, c'est que les tonnes de CO2, personne ne sait ce que c'est, personne n'en a vu des tonnes de CO2. Simplement, vu que c'est des tonnes, on peut deviner que c'est lourd. C'est un gaz. Je ne sais pas quel volume ça représente, c'est gigantesque. Pour moi, c'est une façon, le parallèle avec le rationnement qu'il y avait pendant la guerre, je n'étais pas là non plus, vous avez droit à une miche de pain par jour et par personne. Pour le carbone, c'est pas pareil, ça ne marchera pas ça. Alors que la seule façon que ça marche, c'est d'avoir une carte de crédit carbone, paraît-il, et comme on a une carte bancaire, donc on aurait 2 cartes, et on nous comptabiliserait les émissions de carbone des produits qu'on achète. Mais le calcul des émissions carbone des produits, j'ai suivi cette formation, c'est un calcul approximatif.
hein, parce que suivant que le produit il a été emmené par tel camion ou par tel autre camion, si on veut chipoter, ce n'est pas le même poids carbone. Donc, la comptabilité carbone, ce n'est pas comme se mettre sur une balance. Sur la balance, c'est vraiment mon poids, mais le poids carbone, c'est une estimation extrêmement discutable. Donc, faire confiance aux fournisseurs pour que le poids carbone soit réaliste, à mon avis, ça déjà, c'est un combat hyper long. Et donc, je pense que le quota carbone individuel, c'est une bonne idée, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que nous, on propose, la taxe carbone avec redistribution, c'est le principe de la redistribution, c'est que chacun reçoit le montant, sa part du montant qu'on suppose que l'on va percevoir. Donc, ça veut dire que chacun reçoit la valeur, le coût qu'on a estimé de la pollution auquel il a droit. Donc, la taxe carbone avec 100% redistribution, elle joue le rôle du crédit carbone. Elle le joue déjà, et de façon hyper simple. Alors, elle est hyper simple à comprendre. J'espère que j'ai eu le temps de vous montrer à quel point c'était simple, hein, parce qu'on perçoit l'argent à la source. Et là, par contre, les lieux où les carburants fossiles sortent sont hyper suivis, quoi. L'Agence internationale de l'énergie, elle existe depuis 30 ou 40 ans. C'est très facile à mesurer, ça. Et après, donc la taxe carbone assure ce crédit carbone unitaire pour chacun. Et donc, je pense que le quota carbone individuel, c'est une idée généreuse, c'est une idée pédagogique, mais si on veut vraiment le mettre en place, une taxe carbone avec redistribution est beaucoup plus efficace. Et est-ce qu'on peut concilier une taxe avec une volonté de faire vraiment une fiscalité ciblée, progressive, et comment ça pourrait être mis en place, puisque une des revendications des Gilets jaunes, c'était que la taxe carbone pèse plus dans le budget d'une famille pauvre que dans celui d'une famille aisée. Oui, ben ça c'est vrai, la taxe carbone, donc les spécialistes, André peut-être, est régressive, c'est-à-dire proportionnellement, elle touche plus ceux qui ont des faibles revenus que ceux qui ont des forts revenus. Quand j'ai préparé ce diaporama, j'ai parlé de l'interdiction du tourisme spatial. J'ai essayé de regarder s'il y avait des chiffres d'ordre de grandeur. Vous savez, des mecs là, qui ont fait du tourisme spatial, c'était l'été dernier, je crois. Donc, un ordre de grandeur, on ne sait pas très bien. Hein. C'est chacun là aurait émis une centaine de tonnes de CO2. Hein. La tonne de CO2, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Mais par contre, on connaît son prix, une centaine de tonnes de CO2. Bon, en Suède, c'est un peu plus de 100 euros. Si on dit que c'est 100 euros, 100 fois 100, ça fait 10 000. La taxe carbone, presque au niveau suédois, c'est 10 000 euros par Gugus, qui fait le clown avec Jeff Bezos, etc. Ce n'est pas 10 000 euros qui vont les faire renoncer à ce truc-là. Donc, cet exemple-là, qui a vraiment un ordre de grandeur, montre bien que la taxe carbone, nous, on s'appelle TACA. Donc, on est plutôt pour cet outil. Mais on se rend compte que pour toucher les super riches, c'est 1%. Donc, là, on peut se mettre d'accord pour leur taper dessus. On n'en fait pas partie. C'est 1%, ils sont 70 millions sur Terre, donc ils sont quand même assez nombreux. Et pour toucher ces gens-là, la taxe carbone, ce n'est pas suffisant. Il faut la réglementation, il faut les interdictions. Et donc, il faut toucher ces gens-là pour que les gilets jaunes soient rassurés qu'on est tous dans le même bateau. C'est hyper important, ça. On est prêt à faire des efforts si on est confiant dans le fait qu'on est tous dans le même bateau. Et on est vraiment sur la même planète. Il n'y en a pas d'autres. Donc, il faut parler des sujets qui fâchent, il faut parler et commencer et ne pas arriver, nous, qu'on n'arrive pas à faire partager qu'il faut parler du 110 sur autoroute. C'est pathétique. Parce que si on n'est pas capable, nous, Français, de se mettre d'accord pour réduire la vitesse à 110 sur autoroute pour le climat ou pour l'Ukraine, ben, on arrête. On accepte. On dit que ce n'est pas un problème que nos enfants rencontrent des difficultés de dingue et peut-être probablement la fin du monde si on continue comme ça. Si on n'est pas capable de renoncer collectivement à une part de confort qui est bien agréable, mais qui est incompatible avec le réchauffement climatique et incompatible avec tout ce qu'on voit. Okay.
juste un tout petit mot pour compléter ce que dit Jean. Il n'y a pas de problème technique, en fait, forcément très important, en tout cas insurmontable, pour compenser cette inégalité fondamentale qu'on va retrouver dans la TVA, ce type d'impôt non progressif, régressif, par des mécanismes de compensation. Il y a beaucoup de solutions qui sont proposées par les économistes, que ce soit une redistribution soit des recettes de la taxe carbone vers les ménages les plus impactés au niveau budgétaire, ça peut se faire. Vous avez aussi l'idée de dire on va faire varier l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire on va estimer en quelque sorte combien il faut redistribuer aux plus pauvres pour qu'ils puissent un peu mieux supporter cette taxe carbone, en tout cas aux moins aisés. Et on va augmenter, en parallèle de la taxe carbone, on augmente aussi les tranches supérieures de l'impôt sur le revenu. Et cette partie-là va financer justement la redistribution vers les plus pauvres. Voilà, il y a énormément de solutions disponibles. Ça, ce n'est pas un problème forcément fondamental de la taxe carbone. Il y a la volonté politique, peut-être plus un problème. Mais la capacité technique à le faire, c'est pas… Je voudrais juste ajouter qu'au niveau européen, au début des années 2000, la Commission européenne avait proposé, dans le cadre de sa politique intégrée des produits, c'est-à-dire tenir compte de l'impact environnemental des produits pour aller vite, la Commission européenne avait proposé, et ça tombe bien puisqu'André parlait à l'instant de la TVA, la Commission européenne avait proposé qu'un taux réduit de TVA pour les produits considérés comme les moins polluants. Alors là, sur quoi se basait cette proposition de la Commission européenne? C'était au profit des produits labellisés bio, éco-labellisés, puisqu'il y a un écolabel aussi au niveau européen. Et donc, l'idée aurait été de prévoir un taux réduit qui aurait permis de réduire d'environ 15%, un taux réduit de TVA de 15%, donc le taux de TVA applicable à ces produits. Alors après, il y a la question de la redistribution en fonction des catégories sociales, mais déjà, ça aurait permis une accessibilité de ces produits à des catégories plus modestes, plus populaires. Et ça montre cet exemple de la Commission européenne qui n'a pas eu de suite, puisque comme je disais tout à l'heure, il faut l'unanimité. Et il n'y a pas eu d'unanimité des États pour adopter cette proposition de la Commission, donc elle n'a pas été retenue, elle est restée dans les tiroirs à Bruxelles. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça montre? Ça montre, de toute façon, la taxe carbone s'inscrit nécessairement dans un ensemble plus vaste, bien évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure les uns et les autres, et notamment sur le plan fiscal, sur le plan de la fiscalité écologique. La taxe carbone est un instrument, mais elle ne peut pas être le seul instrument, elle n'est pas la panacée, pour reprendre le titre de la conférence. Elle doit s'accompagner d'une prise en compte des paramètres écologiques et sociaux dans d'autres instruments fiscaux, et notamment la TVA, qui est particulièrement effectivement régressive comme impôt. Voilà. Une question peut-être plus pour André. La taxe carbone n'est-elle pas morte puisqu'on est en train de définir un marché des émissions? Non, pas forcément. Alors d'abord, j'espère que j'ai pas… Je voulais juste te présenter rapidement, mais sans entrer dans les détails, parce que c'était vraiment, je pense, important disons, de distinguer ces deux instruments économiques. Mais il n'y a pas forcément d'opposition. On peut tout à fait penser à l'utilisation des deux simultanément, encore une fois, avec l'idée que le problème du marché, Jean l'a très bien dit, c'est que d'abord mesurer des quotas individuels qu'on distribuera à chaque citoyen ou ce type de problématique, même mesurer par exemple le contenu carbone en importation, c'est extrêmement compliqué. Et donc, ce qu'on anticipe, alors ça c'est peut-être plutôt Carlos qui le saurait mieux que moi, mais ce que l'on anticipe, c'est des batailles juridiques à n'en plus finir sur les normes de mesure, etc. Enfin, tout ça est très, très compliqué. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment là où c'est le plus facile à mesurer qu'on va pouvoir appliquer l'idée du marché de façon efficace, c'est-à-dire sans que ce qu'on appelle en économie les coûts de transaction, en tout cas sans que les coûts de régulation, simplement pour mettre le mécanisme en place, soient exorbitants. Donc, ça va plutôt toucher les gros pollueurs dont on identifie bien les sites industriels, etc. Donc là, on peut mesurer beaucoup plus efficacement. Et là, effectivement, le marché a une pertinence importante. Mais pour tout ce qui est émissions diffuses, là, il va falloir mettre en place une taxe. On le voit bien en Europe. Les deux instruments sont appliqués en Europe simultanément. On est dans un marché du carbone européen, l'ETS.
et en même temps, on met en place une taxe carbone. Hein. Donc, ces deux mécanismes-là sont utilisables en même temps, touchant des acteurs différents. La petite problématique était évidemment de ne pas taxer deux fois, en tout cas de ne pas faire payer deux fois pour la même émission de CO2 le producteur d'acier qui aura payé une fois via le marché de permis d'émission et puis une deuxième fois via la taxe carbone. Donc là, il y a cette petite attention à porter. Mais non. Le problème fondamental en fait, de la taxe carbone, c'est, j'en l'ai rappelé, on l'a tous rappelé, c'est l'ambition des objectifs, la nécessité de changer un système et qu'en réalité, les rapports de force et les rapports politiques ne sont pas là pour pouvoir entreprendre un changement tout à fait radical, puisque, si j'ai bien compris les derniers rapports du GIEC, hein, on a quelques années devant nous. Hein, donc, encore une fois, ni la taxe ni le marché de permis d'émission négociable ne sont suffisants. Et le changement de système et l'angoisse que ça peut être provoqué au niveau des coûts font que de toute façon, ce qui est mort, en fait, c'est peut-être plutôt la volonté de nos politiques, des politiques, de faire quelque chose de suffisamment important pour pouvoir réagir et limiter les dégâts le plus possible. Un petit point d'histoire, juste. Devant les négociations du protocole de Kyoto, je suis passé rapidement dessus quand je disais tout à l'heure que l'Union européenne s'était faite l'avocate d'une taxe carbone. Lors des négociations du protocole de Kyoto, on a eu deux approches. L'approche américaine qui proposait l'instauration d'un marché du carbone, et c'est l'approche qui a prévalu, on le sait, puisqu'il y a eu création d'un marché du carbone ensuite en Europe en vertu du protocole de Kyoto en 2005. Ça a été le premier marché du carbone dans le monde. Donc, les Américains transposaient au niveau international un instrument qu'ils appliquaient déjà dans leur droit de l'environnement pour la pollution atmosphérique, pour la lutte contre le dioxyde de soufre, pour rentrer un peu dans les détails. Les Européens, eux, proposaient plutôt l'instrument fiscal. Ils étaient plutôt favorables à une taxe carbone. Donc aujourd'hui, comme le rappelait André il y a un moment, comme l'expliquait aussi Jean tout à l'heure, on a effectivement une complémentarité au niveau européen. On a le marché du carbone pour l'industrie lourde, pour le dire vite, l'énergie, le ciment, l'acier, etc. Et puis, on a la taxe donc, carbone aux frontières qu'on appelle effectivement mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas voulu employer le mot de taxe. Parce que justement, c'est agiter un chiffon rouge, là aussi je fais référence au titre de la conférence, auprès des opinions publiques. Donc, on parle de mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Mais l'idée, c'est d'éviter aussi les fuites de carbone, c'est-à-dire que des entreprises, ce qu'expliquait André tout à l'heure, les entreprises qui sont soumises à une contrainte carbone trop forte en Europe ne délocalisent leurs activités, qui est une déloyauté de la concurrence. Donc, il y a à la fois des préoccupations économiques et écologiques de la part de l'Europe dans l'instauration de ces mécanismes d'ajustement carbone aux frontières, dont le principe a été acté d'ailleurs juste avant l'invasion russe de l'Ukraine d'ailleurs. Donc, a priori, devrait s'appliquer à partir de 2023 et l'Union européenne pourrait faire œuvre pionnière comme elle a fait pour le marché du carbone. Le marché du carbone européen n'est pas parfait, mais il a fait des émules, il a fait des petits, ce que montrait très bien d'ailleurs la carte d'André il y a quelques instants. Donc, on peut essayer d'avoir encore une petite perspective positive malgré tout. Je dis bien toute petite. Okay. Une autre question pour André. Que pensez-vous de l'inclusion des émissions du secteur du bâti et du transport dans le marché du carbone européen? Ça va être indispensable. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de couvrir le plus possible des émissions. Et quand on regarde quels sont les secteurs, Jean l'a montré tout à l'heure, c'était 2010, hein, mais ça évolue depuis, mais assez peu effectivement. Quand on regarde le secteur du bâtiment et celui du transport, on est sur vraiment des très gros émetteurs. La problématique, encore une fois, hein, désolé d'apporter un peu toujours la même réponse, mais c'est comment on peut taxer, on peut inclure dans un marché l'ensemble des transports, notamment je pense au transport individuel, dans un mécanisme de marché. Ça me paraît extrêmement compliqué, hein, cette histoire de droit individuel. Donc au mieux, ça peut toucher des grands transporteurs, mais là, on tombe dans une autre problématique, c'est-à-dire que est-ce que c'est vraiment le moment, si on parle des gros transporteurs, par exemple des transports publics, de vouloir les taxer, en tout cas de les faire payer le carbone qu'ils émettent, c'est surtout pas le moment, certainement. Donc oui, ça peut permettre de donner un prix, effectivement, de donner des contraintes, mais là, la taxe me semble l'instrument quand même le plus efficace, beaucoup plus en tout cas que l'inclusion dans le marché. Et si je peux nuancer un peu le propos de Carlos sur l'efficacité du marché du carbone européen, il a été quand même totalement inefficace pour la raison que je vous ai évoquée tout à l'heure. Hein, il a été totalement inefficace quand il a été mis en place en 2005. Pourquoi? Rappelez-vous, je disais, on a une incertitude sur les coûts. C'est-à-dire qu'on sait que la quantité que l'Europe va émettre, en tout cas
les gros pollueurs européens qui sont visés et qui sont inclus dans ce marché vont émettre sur l'année. Ce que l'on ne sait pas, c'est que est-ce que cette contrainte est plus ou moins forte et du coup, est-ce que ça va coûter très cher ou est-ce que ça va coûter pas cher? Et du coup, qu'est-ce qu'ont fait les régulateurs à l'époque en anticipant le fait qu'ils ne connaissaient pas quel allait être le coût du permis? Eh bien, ils ont mis des quotas qui ont été extrêmement larges et qui ont fait que ce marché a donné des prix en dessous de 10 € la tonne, très, très largement en dessous, ce qui a été très inefficace. Et que pour régler ce problème-là, qu'est-ce que l'Europe a fait? Elle a mis en place un mécanisme de stabilité qui consiste en fait à enlever quelques millions de tonnes de permis d'émission pour organiser la rareté sur le marché. J'en profite d'ailleurs pour dire que vous voyez bien qu'on est dans un mécanisme à prix politique en fait, hein, quand on est sur un marché de droits pollués, pas du tout une espèce de prix naturel de la pollution. C'est vraiment l'État ou les négociateurs qui décident de la quantité qu'on émet. Et dernière chose, maintenant qu'on l'a mis, ce que l'on constate, c'est que je n'ai pas eu le temps de montrer le schéma tout à l'heure, mais le prix du carbone en Europe sur ce marché-là a explosé, a augmenté très vite. Et donc, ça rajoute une instabilité à la volatilité des prix qui sont inclus dans ces mécanismes de marché, peuvent aussi déstabiliser les stratégies d'acteurs. C'est-à-dire, est-ce que j'investis aujourd'hui alors que ça coûte très cher le prix du carbone pour éviter de devoir acheter des permis, mais en même temps, si demain, pour des raisons de spéculation ou autre, le prix s'écroule, ben, j'aurais peut-être investi pour rien. Voilà. Alors que la taxe a cet avantage d'être au contraire, elle, très régulière. Juste pour apporter une petite nuance à ce que dit André, je suis tout à fait d'accord sur le fait que le marché du carbone n'a pas très bien fonctionné au début, on est tout à fait d'accord, mais ça a servi d'exemple. Déjà, c'est le premier avantage de ce marché du carbone, c'est qu'il a existé. Donc, il a donné des idées aux autres. Et même, paradoxalement, les erreurs de l'Europe en la matière, qu'a souligné André il y a un instant, ont servi d'exemple pour les autres. C'est-à-dire que les Québécois, les Californiens, qui d'ailleurs ont connecté leur marché entre eux, et les Sud-Coréens et autres, ont tenu compte des erreurs de l'Europe. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a eu donc un effondrement du prix du carbone pendant très longtemps parce que les États avaient accordé trop de quotas pour préserver leurs entreprises. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu un mécanisme de gel des quotas. On a mis de côté des millions et des millions de quotas de CO2 pour faire remonter les prix. Aujourd'hui, le prix de la tonne de CO2 sur le marché du carbone européen est très important. Il a un petit peu baissé au moment de la guerre, au début de la guerre en Ukraine, mais en fait, il est à nouveau à un niveau assez fort, 80 € la tonne. Et de ce que j'ai vu, il y a des analyses assez divergentes parce qu'effectivement, il y a une école de pensée qui se rapproche de ce que vient d'évoquer André, mais il y a aussi, d'après ce que j'ai pu lire, des économistes qui pensent que structurellement, justement, en raison des objectifs annoncés par l'Europe, c'est-à-dire la neutralité carbone en 2050 et les Fit for 55 qui ont été annoncés en juillet dernier, c'est-à-dire diminution de 55% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, donc c'est un renforcement des objectifs qui avaient été énoncés précédemment, et bien que structurellement, on aurait ainsi un prix du carbone dans le cadre du marché européen du carbone qui devrait demeurer élevé parce que justement, il y a ces annonces qui ont été faites et donc qui permettent aux acteurs économiques, aux investisseurs, de savoir que, de toute façon, le prix de la tonne de CO2 dans le cadre du marché européen du carbone va rester élevé. Et je rajouterai un point qu'on n'a pas encore évoqué, qui avait été évoqué lors de la COP21, mais qui a été laissé en jachère, mais qui revient aujourd'hui comme thématique sur au plan du droit international et du droit européen de l'environnement, c'est la connexion entre les marchés. C'est-à-dire connecter le marché européen au marché québécois, l'ensemble des marchés qu'on a vus tout à l'heure sur la carte qu'a montré André. Je suis un peu long et je vois que Jean demande la parole depuis tout à l'heure. Je peux ajouter mon grain de sel? Vous êtes là pour ça? Ouais. C'est-à-dire entre les marchés de carbone et la taxe, nous, ce qu'on dit, c'est que quel acteur on veut toucher? Le marché du carbone, il touche les entreprises. La taxe, de toute façon, elle va toucher les consommateurs. Et donc, ça dépend des problèmes. Le problème du trou de la couche d'ozone, c'était un problème technique. Et il a été résolu en incitant les entreprises à changer de dispositif pour leur bombe à raser ou je ne sais pas quoi. Là, ils ont changé le gaz. Le gaz ACFC, oui. Et on a résolu le problème comme ça. Le réchauffement climatique, ce n'est pas ça. Le problème, c'est les gaz à effet de serre, et en particulier le CO2. Et donc, le marché du carbone tel qu'il est fait en Europe, il est certainement efficace pour faire baisser, pour optimiser, demander aux entreprises d'optimiser
d'émissions carbone pour la tonne de ciment ou la tonne d'acier. Et ça, c'est une partie des émissions, relativement modeste. Mais toutes les émissions, toutes les émissions de l'essence quand on utilise notre voiture, ou le fuel qu'on met dans notre, ou les mètres cubes de gaz qu'on utilise, c'est nous. C'est nous qui sommes l'acteur. Et donc, comme le dit André, ce n'est pas possible que ce marché s'adresse à nous directement. Pour nous toucher, nous, directement, il nous faut une taxe, il faut que le signal prix soit hyper clair pour nous, consommateurs. Voilà. Donc, je trouve que la combinaison des deux la combinaison des deux est intelligente pour inciter les entreprises à optimiser sur les quelques sites industriels qui sont concernés par le marché du carbone. Mais l'essentiel, dans le cas du réchauffement climatique, des émissions de gaz à effet de serre, c'est le consommateur. Et je pense que cette analyse, elle peut être partagée. C'est pour ça que l'Europe développe une approche complémentaire. Oui, je suis d'accord. Le marché qui a été créé pour environ 10 000 sites en Europe et qui concerne 40% des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Et ensuite, c'est pour ça que la taxe carbone vient compléter le marché du carbone. De toute façon, les deux approches sont complémentaires. On a besoin des deux. Romane, j'ai le temps de rajouter un tout petit mot ou on passe à la question suivante? Et rajoutez le mot de la fin et ensuite on conclura ce Par rapport à cette discussion sur le CO2, donc il ne faut quand même pas oublier que c'est très important de se rappeler que c'est une pollution globale. Donc où qu'on les mette, le changement climatique sera le même et qu'effectivement, comme dit Carlos, il y a une nécessité peut-être de penser les régulations à l'échelle mondiale. Et évidemment, ce qui vient immédiatement en tête, c'est le marché du carbone mondial. Il faut un marché du carbone mondial. Je rappelle que sur cette question-là, l'interconnexion des marchés, etc., je rappelle que sur cette question-là, en fait, le protocole de Kyoto a été un échec relativement cuisant puisqu'il n'a pas donné de suite, il n'y a aucune suite à ce marché. Et notamment, il y a quelque chose d'important, le fonctionnement du marché est basé sur l'idée efficace, en tout cas du marché, qu'il y a un régulateur qui fait que les acteurs respectent les règles du jeu. Je vais acheter un CD à la FNAC, je paye ce CD pour l'avoir, à un magasin de disques, je le paye pour avoir parce que sinon je sais que la police derrière et l'État va m'imposer une amende. Dans le cadre d'un marché international du carbone, quelle instance internationale va être capable d'imposer quoi que ce soit si un État ne respecte pas les règles du jeu et émet plus de CO2 qu'il n'en a? En fait, rien du tout. Et c'est bien pour ça que dans ce cadre-là aussi au niveau international, la taxe est peut-être mieux à même de motiver les États à mettre en place une régulation, puisque là, par contre, ça rapporte des recettes budgétaires et ça intéresse beaucoup plus directement les gouvernements. Et encore une fois, je dirais que les deux sont complémentaires, une interconnexion des marchés et l'instauration d'une taxe carbone. Le marché mondial, non, ça c'est sûr, je suis complètement d'accord, ce n'est pas demain la veille. Mais l'interconnexion entre les marchés nationaux et les marchés régionaux comme celui en Europe sont intéressants parce qu'ils se basent sur des instruments existants. Et la taxe, encore une fois, est complémentaire, mais elle pose aussi aux difficultés. Après, le marché du carbone génère des recettes. D'ailleurs, la Commission européenne a expliqué il n'y a pas longtemps aux États, les États qui expliquaient qu'ils étaient confrontés à des difficultés budgétaires, qu'ils avaient eu des surcroîts de recettes budgétaires inattendues grâce au marché du carbone qu'ils pouvaient utiliser à destination des classes populaires, des classes modestes, pour les aider. Voilà, donc ça nous ramène à la question du fléchage, de l'affectation des recettes, qu'elles soient dégagées au titre du marché du carbone ou de la taxe carbone. Donc c'est fromage et dessert, je pense. Vuller. Allez, je vous remercie à tous pour vos questions. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de toutes les poser. Avant de passer la parole à Olivier Decima, j'aimerais juste signaler au public que une autre conférence du département d'Aix sera proposée le 30 mai 2022 à 18h30 sous la forme webinaire. Et il s'agit d'une conférence sur les fichiers policiers et judiciaires. Sommes-nous tous surveillés? Je passe maintenant la parole à Olivier Decima pour le dernier mot de la fin. Merci infiniment Romane et merci à tous pour ces échanges nourris et particulièrement intéressants. Je crois qu'on a eu ce soir une bonne illustration des difficultés de la protection de l'environnement, que ce soit économique, sociétaux, juridique aussi, et peut-être une illustration de l'aversion au changement systémique qui a pu être décrit par certaines sciences sociales. Je voudrais retenir en guise de conclusion, puisque ce webinaire
est organisé par un département de recherche en droit. Le caractère éminemment juridique de ces questionnements, puisque à diverses reprises, les spectateurs et participants ont pu le remarquer, il a été question de la place de la norme et du rôle de la norme dans toutes ces questions. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais je voudrais souligner à quel point l'engagement des juristes et l'engagement des autorités normatives est absolument nécessaire et primordial pour inciter, pour mettre en place, pour réguler, et sinon rien ne se fera. Que ce soit d'un point de vue citoyen comme peut-être du point de vue des acteurs industriels. Je voudrais rappeler très rapidement, mais Carlos l'a fait, que les grandes réalisations en matière de protection de l'environnement ont été des batailles et des victoires juridiques qu'on peut trouver dans les différentes disciplines du droit, qu'il s'agisse d'instaurer un crime d'écocide, qu'il s'agisse d'introduire la notion de préjudice écologique, qu'il s'agisse d'un procès contre l'État en inaction climatique, qu'il s'agisse de donner à un arbre la personnalité juridique. Bref, toutes ces batailles sont juridiques et illustrées d'un point de vue pluridisciplinaire par la contribution très importante des sciences économiques et sociales. Je voudrais donc vous remercier tous à nouveau de votre présence pour ces débats très enrichissants que, je le rappelle, vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube du département et vous pourrez également suivre nos actualités sur le site ou sur le Twitter ou LinkedIn du département. Merci infiniment à tous et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. Merci.